Bonjour à tous les auditeurs, voyageurs de la conscience. Un épisode consacré à la zététique, à la méthode scientifique, mais aussi à la nécessité de prendre du recul et d'être prudent face aux expériences extraordinaires de la conscience. Comme vous avez dû voir aussi, je vais réaliser des petits documentaires sur YouTube en m'aidant de différents logiciels de vidéo, parce que j'aime la vidéo et que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et ça me fera plaisir peut-être de partager ça différemment que du point de vue d'un simple podcast ou d'un article. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et puis à commenter surtout. Ça fait très plaisir de voir des messages de soutien, des messages pertinents sur vos expériences, sur vos questionnements. Ça fait plaisir et ça change. Merci encore. Alors pour cette émission, je vais accueillir Bastien qui va se présenter. Alors bonjour, je suis Bastien. Alors moi, je m'intéresse aux expériences de sortie de corps depuis à peu près 2 ans. Moi, dans le cadre de la recherche, surtout, en tant qu'apprenti zététicien et défenseur de l'esprit critique. D'accord. Donc justement, est-ce que tu pourrais nous introduire à la zététique, nous dire ce que c'est, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas encore la différence, et moi il y a quelques années, pour moi un zététicien c'était un esthéticien, donc voilà. Je vais pas te mentir, pour moi aussi. Ça fait que 2 ans que je m'intéresse réellement à la zététique. On peut trouver beaucoup de définitions différentes de la zététique. Une définition simple qu'on trouve dans le dictionnaire, ça pourrait être qui cherche et qui examine. Donc c'est un peu court comme définition, c'est le qualificatif qui est donné aux philosophes sceptiques. Plus globalement, pour moi, cette définition elle est un peu incomplète. La zététique, ça peut se référer à l'art du doute, donc le fait de savoir bien douter. Mais pour moi, sa définition première, c'est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, entre guillemets, et inexpliqués, des pseudosciences et des thérapies alternatives ou étranges. Ça peut aussi être défini comme l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science ou ce qui relève de la croyance. Mais pour moi, il y a quelque chose qui englobe la zététique, qui est l'esprit critique de manière générale. D'accord. Donc ouais, tout ça c'est intéressant, parce qu'en fait, juste dans la définition, je me retrouve beaucoup dans, par exemple, l'esprit critique. Esprit critique par rapport justement à mes expériences de sortie hors du corps, dans le sens où je peux pas les prendre telles quelles, brutalement en fait, comme une réalité objective et tangible, même si elle l'est pour moi de façon subjective. Et du coup, toujours avoir cet esprit critique, parce que quand tu te retrouves devant Jésus et ses apôtres en sortie hors du corps, tu peux te poser quelques questions, tu vois. Effectivement, pas mal de témoignages dans ce genre, donc effectivement, après j'écoute un peu également du coup les autres vidéos, vous parlez de projection, vous parlez de tout ça, donc vous avez vos explications à vous. Scientifiquement parlant, c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose de tout ça. On est obligé pour l'instant de rester plus ou moins sceptique. Ouais, ça se comprend en fait. C'est justement du coup, pour essayer de sortir de ce cercle vicieux, nous on se disait en tant qu'expérienceurs que si on arrivait à convertir un maximum de personnes à l'expérience, tu vois, peut-être que... Enfin, c'est bête à dire, mais si tout le monde vivait l'expérience subjective, on pourrait peut-être le rendre objectif. C'est bête un peu, tu vois, mais c'est tout ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour pousser les gens, en fait, à la recherche. Convertir les gens à l'expérience, oui, avec une certaine éthique. On peut pas pousser non plus les gens à se faire tester. C'était ma première remarque. Mais... nous, on est toujours friands d'avoir des volontaires. La plupart des zététiciens qui étudient ce phénomène. Moi, j'ai regardé il y a pas longtemps, et comme je t'ai dit récemment, je suis allé à l'Observatoire zététique
et j'ai également récemment relu un petit peu leur charte. Effectivement, on peut pas tester n'importe qui. Il faut que la personne soit quand même dans une condition psychologique normale. Faut pas qu'elle soit en détresse psychologique, etc. Faut pas non plus que ça soit un enfant. Faut que la personne soit consciente, majeure d'elle-même, voilà. Mais effectivement, oui, on peut peut-être pas pousser des gens à aller se faire tester, mais en tout cas les inviter à le faire. Dans le sens où c'est toujours intéressant de se dire, bah peut-être que demain on aura une validation scientifique ou pas, hein, les deux sont possibles, du phénomène, mais au moins essayer. Et du coup, toi, en fait, t'as déjà participé à ce genre de test ou à des protocoles? Alors, moi j'ai participé à quelque chose qui n'est pas un protocole scientifique. J'ai démystifié en fait un médium il y a quelques années. Ah, Parce qu'on sait que dans le domaine de la médiumnité, il y a beaucoup de charlatans qui font ça pour soutirer de l'argent. Et pas que d'ailleurs les médiums, hein. Je sais que dans la voyance, etc., il y a plein de personnes qui prétendent avoir des capacités et en fait ces prétentions ils s'en servent surtout pour gagner de l'argent. Donc c'est un sujet qui m'avait pas mal touché au départ. Là avec la crise du Covid, malheureusement il n'y a pas eu beaucoup d'expériences qui ont été menées par des zététiciens l'année dernière parce qu'on était tous un peu confinés et c'était un petit peu compliqué. Moi non, actuellement j'ai pas participé à des expériences. Je suis en contact régulièrement avec l'observateur zététique, mais j'ai pas eu l'occasion encore de participer à ça. C'est pour moi une première un petit peu de travailler avec des gens qui sortent de leur corps. ah, bah cool. Je me mets à la place en fait des gens qui sont un petit peu dans le spirituel ou dans des expériences de conscience extraordinaires. Ils ont peut-être en fait cette image que le zététicien il est là en fait pour tout débunker, pour bah en fait non, que la sortie du corps c'est des bêtises, que la spiritualité c'est des bêtises, tu vois qu'il y a rien, qu'il y a juste du matérialisme, enfin que leur paradigme principal en fait c'est le matérialisme et etc quoi et rien d'autre. Une critique qu'on nous fait souvent, alors pas définir esprit critique, ce serait intéressant que je définisse après. J'ai évité pour le coup d'utiliser le terme sceptique. Le terme sceptique, c'est un peu il est assez mal connoté aujourd'hui. Parce que en réalité, et il y a beaucoup de gens qui font la remarque, il y a des sceptiques qui ne sont pas sceptiques, qui en fait ne veulent pas croire, tout simplement. Donc, ou plutôt croire absolument en l'inexistence d'un phénomène, en disant ça n'existe pas, je suis sûr que ça n'existe pas, etc. Ça, ce n'est pas sceptique. Un sceptique, et c'est la base du scepticisme, c'est normalement suspendre son jugement. Donc dire moi je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais s'il y a moyen de mettre en place des expériences et faire de la recherche, bah faisons-le. Comme je l'ai dit juste avant, la zététique, c'est quelqu'un qui cherche. C'est pas quelqu'un qui rejette. C'est pas l'objectif. Donc c'est un peu effectivement le reproche qu'on peut nous faire. Mais je pense que vraiment aujourd'hui il y a des gens qui se prétendent peut-être zététiciens et qui, enfin moi j'en connais pas mal, notamment sur Twitter, pour pas citer une plateforme un peu, Ouais. voilà. Apparemment c'est un enfer là-bas. C'est un peu un enfer sur Twitter et effectivement il y a beaucoup de gens qui se prétendent zététiciens qui pour moi ne sont pas de bons zététiciens dans le sens où ils ne cherchent pas. Après, comme je l'ai dit, ce qui englobe la zététique, c'est l'esprit critique de manière générale. L'esprit critique, c'est pour le coup, on se rapproche plus de l'art du doute, c'est savoir bien douter vis-à-vis de ce genre de phénomène. Parce que la majorité des gens ne vivent pas de sortie de corps. C'est un constat. Donc, est-ce qu'il faut croire les gens sur parole? Moi, je ne pense que non. Parce que comme tu l'as dit juste avant, t'as des gens qui vont dire ah bah moi j'ai vu Jésus lors d'une sortie de corps, ou Moïse, ou Allah, ou je ne sais quoi. Et bon, on peut se permettre de douter en tout cas de ces choses-là. C'est normal, c'est sain. La question, c'est comment savoir bien douter. En fait, c'est bête à dire, mais les gens oublient la plupart du temps de douter de soi-même. En fait, notre esprit, à nous, a tendance à être biaisé. Vouloir valider ses croyances, à vouloir
Par exemple, effectivement, le biais de validation, c'est ça. C'est moi, j'ai une croyance, j'ai envie de la valider, donc je vais tout faire pour conserver cette croyance. Et aller lire les journaux qui me plaisent parce qu'ils vont confirmer cette croyance, etc. Donc ça, c'est des biais cognitifs qu'on étudie. L'esprit critique, ça englobe effectivement la science et la recherche, notamment vis-à-vis de la zététique. C'est également savoir nuancer ses idées. Beaucoup de gens ont des avis assez tranchés. Moi, je pense qu'il y a des questions, il y a des arguments pour et des arguments contre. Et ça fait partie aussi de l'esprit critique. Je vais pas rentrer sur des questions à débat. Par exemple, le nucléaire, moi je pense qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. Donc je suis pas 100% contre ni 100% pour. Par exemple, tout simplement. Il y a aussi le fait que l'esprit critique, ça englobe également le fait de savoir remonter à la source de l'information et de se prémunir des fake news. Aujourd'hui, on a beaucoup de partage d'informations sur les réseaux sociaux. Les gens ne lisent même plus les articles, des fois c'est juste le titre qui les intéresse. Alors maintenant des fois on s'amuse, nous, des zététiciens, on écrit des articles avec juste un titre. Et on met rien dans l'article. Et on regarde combien de fois c'est partagé. J'ai entendu parler. Et les gens partagent, ils n'ouvrent pas l'article, et ça a beau être faux, ça a beau être juste un titre délirant, les gens vont partager sans lire l'article. Et et c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est horrible. Et pour finir, moi je dirais qu'avoir de l'esprit critique, c'est être humble. C'est bête, mais en fait, on ignore beaucoup de choses. Même énormément. C'est pour ça que les sceptiques qui prétendent savoir que ça n'existe pas, pour moi ne sont pas des sceptiques. En réalité, un sceptique, c'est quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on sait, on est sûr aujourd'hui, parce qu'il y a des choses, on est sûr, hein, il y a des médicaments qui fonctionnent, qu'on fait leurs preuves par exemple. Heureusement qu'on sait des choses. Après le reste, on sait pas. Donc en fait, c'est être humble sur ses connaissances et accepter d'ignorer. D'ailleurs, il y a un vulgarisateur scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Klein qui avait dit l'ignorance, c'est la grande affaire des savants, parce qu'ignorer, c'est savoir qu'on ignore. Ce n'est pas l'ignorance de l'ignare qui ne sait même pas qu'il ignore. Ouais, Étienne Klein, grosse référence quand même. Oui. Je suis plutôt d'accord avec ça en tant qu'expérienceur, dans le sens où je sais pas si parce que en fait j'ai la tête formée à être entre guillemets rationnel, ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais c'est un fond en fait qui est en moi depuis très longtemps. Je pense que c'est rapport en fait à notre structure cognitive, comme on est foutu. Il y aura peut-être des gens qui vont avoir tendance à croire plus facilement, à être dans la foi, et d'autres qui seront beaucoup plus rationnels naturellement en fait, ou aussi ça s'éduque. Mais désolé, je te coupe du coup. Je suis complètement d'accord avec toi. On en a conclu récemment avec d'autres sceptiques qu'il y avait des gens qui avaient plus un raisonnement intuitif, alors que d'autres avaient plus un raisonnement cognitif. Donc ceux qui ont un raisonnement plus cognitif vont douter de leur intuition. C'est pas facile de douter de soi, hein. Vraiment. Hein. L'intuition, ça marche bien. Dans 95% des cas, ça marche très bien l'intuition. Mais il peut y avoir des fois où on va, par exemple, une illusion d'optique, tout simplement, on va dire que l'image bouge, et on sait très bien que l'image bouge. Et là, il faut aller plus loin que l'intuition. Il faut se dire, oui, il y a peut-être un truc qui déconne. Enfin, en soi, il n'y a rien qui déconne, c'est normal. L'illusion d'optique, c'est fait justement pour faire bugger notre esprit. Mais en tout cas, il faut savoir que l'esprit est faillible. Oui, c'est vrai. C'est vrai que et du coup, c'est pour ça que... même si c'est pour ça qu'au départ en fait je m'étais beaucoup intéressé à expliquer comment fonctionnait le processus de sortir du corps, enfin en tout cas ce que je ressentais, plus que le contenu de mes voyages. Donc, je raconte pas trop en fait mes voyages en général, mais si je devais le faire en fait je suis bon pour l'Asie quoi, parce que t'as de tout pour faire un bon Star Wars. T'as de la réincarnation, t'as un petit peu de reptilien, un petit peu de petit gris, tu vois, c'est la foire. Et ça, ce truc-là, en fait, quand je le vis, en fait, quand je le vis au moment présent, c'est vraiment réel. Tu vois, c'est réel, c'est pas un rêve, c'est tout ce que tu veux. Mais une fois que je réintègre, en fait, le corps physique et que je dois coucher tout ça, en fait, sur papier ou dans mon esprit pour que ce soit clair, écoute, le contenu, je le mets entre guillemets, quoi. Parce que je sais pas, il peut y avoir plein de biais, en fait. Moi, je
Il y a la pop culture tout simplement, parce que j'ai un rapport en fait par exemple avec ce qu'on appelle les extraterrestres, donc les abductions, tout ça. Or, quand j'étais jeune, donc vraiment très jeune, je regardais les épisodes d'X-Files en fait sur M6, mais est-ce que c'est parce que j'ai vécu ça quand j'étais tout jeune, des choses avec ces êtres-là, ou c'est parce que j'ai regardé les épisodes d'X-Files, tu vois, je sais pas, ça s'entremêle. Moi dans mon intuition me dit qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça, mais ma raison me dit, bah, tu sais pas trop, fais gaffe quoi. Je pense qu'il faut faire attention, oui. Je me suis posé, je crois que je t'en avais parlé à toi pour le coup, mais du coup je vais remettre un peu dans le contexte. J'avais demandé à ma petite sœur une fois parce que j'avais vu un jour un documentaire un peu ésotérique sur la réincarnation, comme quoi les enfants se souvenaient plus facilement de leur incarnation passée. Et j'avais demandé à ma sœur, qui avait à l'époque 8 ans, si elle se souvenait d'une vie antérieure. Et elle m'avait sorti effectivement qu'elle s'était souvenue d'une vie antérieure où elle vivait en Chine et qu'elle est morte d'un incendie dans sa maison. Et en fait, je me suis toujours dit, mais elle a dû voir ça dans un film, elle a dû... Enfin voilà, il y a toujours effectivement peut-être une explication alternative. Après, j'ai pas la réponse, c'est que des hypothèses en fait. Donc, en fait, nous on applique dans ce cas-là ce qui est la pensée bayésienne. On va mettre plein d'hypothèses. Alors peut-être que c'est une hypothèse qui nous dépasse. Hein. C'est pas à exclure. Mais il peut y avoir aussi cette hypothèse de est-ce que le fait qu'elle ait vu ça dans un film, par exemple, ça lui est créé un faux souvenir. On sait que c'est possible. Les faux souvenirs existent, du moins. Donc ça, c'est une réalité. On peut implanter des faux souvenirs aux gens. En leur répétant plein de fois, mais si, t'es sûr, t'as fait ça le week-end dernier, un moment. La première fois, elle va nier, mais en y revenant une semaine après, par exemple, elle va dire, bah oui, effectivement, j'ai fait ça. Donc, on sait que c'est une réalité, que sans cesse, notre esprit est en train de remodeler la réalité, et c'est compliqué, effectivement, de faire la distinction des fois entre le vrai et du faux. Ouais. En tout cas, si je prends une expérience comme ça, ponctuelle, le problème c'est sur le temps. Quand tu as plusieurs quand t'as plusieurs types d'expériences de ce genre-là, qui s'accumulent au fur et à mesure, ça te crée un environnement qui est pas forcément propice. Quand tu vois en fait, quand tu as une vision globale sur tout ça, sur toutes ces années, tu te dis ouais bon, il y a un truc bizarre derrière quoi quand même. Il y a un truc bizarre. Enfin ça c'est moi personnellement qui va le penser, donc c'est subjectif. Mais ça n'empêche pas ça empêche pas de douter, ou en tout cas de faire preuve de prudence quoi. Et du coup, ouais. C'est sûr qu'il y a une méconnaissance quelque part sur le sujet, parce que c'est quand même des témoignages qui sortent de l'ordinaire. Pour la majorité des gens ne vivent pas ce genre de choses. Alors peut-être qu'avec un peu d'entraînement, j'en sais rien, hein, peut-être que tout le monde peut y arriver avec de l'entraînement, je sais pas. Mais même ça en fait, même ça on sait pas. Effectivement. Est-ce qu'avec l'entraînement on peut arriver à faire une sortie hors du corps, ou est-ce que justement on est dans un concept comme ça typique qui va supposer plein d'hypothèses. Si ça existe, une structure énergétique d'une qualité différente des autres qui permet de faire des sorties hors du corps, une qualité psychologique peut-être, l'ADN, est-ce que l'entraînement suffit pas, on sait pas en fait, on sait pas du tout. C'est sûr de toute façon il y a une méconnaissance sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à, en tout cas je vais dire ressentir, mais c'est fallacieux, hein, plus facilement à ressentir une sortie de corps que d'autres. Ça, clairement, il y a des gens qui ont des facilités. Alors, forcément, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Comme pourquoi pas, effectivement, peut-être qu'il y a, pourquoi pas une raison génétique, hein, j'en sais rien. Mais bon, il y a en tout cas une méconnaissance sur le sujet. Ouais. Mais en tout cas, en science, en fait, en tout cas dans le domaine des sciences, il y a peut-être un manque, c'est sûr, mais ça vient d'où ce manque? C'est un manque de moyens, c'est un manque de matériel, est-ce que c'est les fonds, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qui nous manque? Il y a plein de raisons. En fait, il n'y en a pas qu'une. Déjà, effectivement, pour les fonds,
Je sais qu'on en a parlé déjà. On n'investit pas Ouais. beaucoup sur la recherche vis-à-vis de la conscience. Alors on investit dans la neuroscience, ça d'accord. Mais sinon, la conscience en elle-même, disons que c'est pas une priorité. C'est vrai que investir en médecine pour soigner le cancer, et même moi je suis d'accord avec ça, c'est beaucoup plus important de fournir des moyens dans ces domaines-là que de fournir des moyens, ou même dans l'énergie de demain aussi, hein, pourquoi pas, que de fournir des moyens pour en tout cas faire des expérimentations autour de la conscience. Et puis effectivement, il y a une méconnaissance du sujet, je pense. Le fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, en tout cas, que ça soit possible d'en faire. Après, si on cherche pas, c'est sûr qu'on trouvera rien. Faut des volontaires, faut trouver les bons volontaires, des gens qui arrivent à en faire plus ou moins spontanément. C'est très compliqué. Il y a des voyageurs qui sortent de leur corps, qui disent en tout cas sortir de leur corps une fois par mois, ou voire même plus que ça. Il faudrait au moins trouver quelqu'un qui arrive à en faire assez facilement de manière spontanée pour mener des expériences à bien, et c'est pas évident. Il y a la contrainte aussi il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ça aujourd'hui. Il y a effectivement l'Observatoire zététique à Grenoble qui s'intéresse à ça, mais en France, on n'a pas beaucoup de structures pour étudier en tout cas des phénomènes inexpliqués, donc c'est compliqué. Oui, il y a un vrai manque de moyens et également de candidats. Oui. Alors ça, pour le coup, on peut peut-être le régler ensemble, ce sujet-là. Ouais, c'est sûr. Moi, personnellement, si je devais chercher un profil d'explorateur, de candidat, ce serait du côté des paralysies du sommeil parce que c'est un phénomène, c'est un phénomène en fait qui existe en neurologie, en neurosciences, qui est étudié déjà en fait par les sciences dures. Et ça pourrait faire le pont en fait avec la sortie du corps. Parce que pour l'instant, en fait, et ça c'est Pierre-Emmanuel en fait qui l'a écrit en fait dans un de ses articles sur la paralysie du sommeil, ou même on en avait parlé à un moment, c'est que actuellement les neurosciences quant à l'explication de la paralysie du sommeil et de ce phénomène en général, c'est du Moyen-Âge complet quoi. Tu vois, ça n'a pas évolué depuis 50 ans, tu vois. Et bon, bah super. Donc on fait comment pour traiter ces personnes-là? On leur donne des cachets. Et c'est tout. Bah moi j'ai fait de la paralysie du sommeil, j'ai pas eu besoin de cachets ou quoi que ce soit. Et... En effet, étant jeune aussi, moi j'avais très peur de la paralysie du sommeil à cause des histoires de terreur nocturne. Et effectivement, j'en ai parlé à un ami aussi récemment qui avait vécu des terreurs nocturnes en paralysie du sommeil. Euh, ah, c'est quand même, il n'y a pas forcément que le phénomène de sortie de corps en paralysie du sommeil. Il y a des gens qui sont réellement en état de stress pendant ces paralysies du sommeil et qui eux ne vont pas se tenter de sortir de leur corps, mais plutôt de se débattre. Donc, mais effectivement, c'est un phénomène qui est peut-être aussi très méconnu, les paralysies du sommeil. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé à l'époque savoir les possibilités qu'il y avait en moment de paralysie du sommeil, parce que moi, mon seul objectif, c'était de sortir de cet état-là. Je voyais ça comme quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, il y a peut-être je sais pas, il y a peut-être mieux à faire que de se débattre et de prendre peur. En tout cas, prendre peur, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose à faire dans un état de paralysie du sommeil. Oui. Ouais, mais je faisais pareil. Quand les premières fois ça m'arrivait, j'avais qu'une idée en tête, c'était d'essayer de bouger en fait un membre, un doigt ou de crier. Quand j'avais l'impression justement de crier, bah je sentais que quelque chose bougeait au niveau de la bouche, alors que je sais pertinemment maintenant que le corps physique bougeait pas. Et il n'y avait aucun son qui sortait. Et puis bon, bah t'avais toutes les terreurs nocturnes et les hallucinations qui s'accompagnaient. Mais il a fallu quand même plusieurs années pour que, suite à ces terreurs nocturnes et justement à ces combats, quoi, en fait, quand j'essayais vraiment de lutter contre les hallucinations, que je remarquais que je pouvais avoir mon torse, mon bras qui semblait bouger dans un espace, dans l'espace en fait, alors que comment te dire, c'était bizarre, c'est comme si vraiment c'était un bras fantôme quoi. J'avais l'impression je sentais le mouvement en fait de mon bras et je sais que c'était pas mon bras physique. Et là, c'est là que il y a eu un déclic. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps
par la suite performer une sortie hors du corps, mais ça c'est grâce à Mark O'Byrne qui m'avait donné en fait des astuces très pragmatiques et pourtant très subjectives sur des sensations que je pouvais avoir en paralysie du sommeil, comment les dompter, comment les utiliser, puis ça m'a fait une sortie hors du corps comme ça, boum, en pleine conscience. C'était incroyable la première fois. Mais j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné. Je voyais le détail du plafond devant mes yeux, quoi. C'était dingue. Alors que je faisais des années de paralysie du sommeil, quoi. Mais, je pense la peur, par contre, faut pas se dire ouais voilà j'ai eu peur et à cause de ça j'ai pas pu faire expérience. C'est normal d'avoir peur. En plus, apparemment, c'est expliqué en fait en neurosciences. C'est que ton cerveau est dans un état de panique, toi. Il comprend pas pourquoi le corps physique bouge pas et pourquoi toi t'es conscient à ce moment-là. Normalement, c'est pas prévu. Donc il commence à paniquer, t'as le cœur qui bat la chamade, et t'as tous les signes qui te disent comme ça, ouais, t'es en train de mourir en fait. T'es en train de mourir, zut. Mais, et puis la peur qui vient, mais t'as peur de quoi? Bah, à ce moment-là, ton cerveau il va rationaliser, il va te créer des hallucinations, des projections. Et là, tu vas voir tout ce que tu veux. Bon, voilà, des extraterrestres, des vampires, des démons, des sorcières, un peu de tout. Donc là, franchement, en paralysie du sommeil, voilà, les hallucinations sont très fréquentes et même en tant qu'expérienceur, pour moi, oui, c'est tout à fait logique que ce soit des hallucinations. Pour la plupart du temps, parce que bien sûr il y a toujours une exception à la règle, quoi. Il y aura peut-être des fois des entités qui sont, voilà, des entités qui existent réellement en dehors du phénomène, qui peuvent venir, mais on arrive à faire la différence, quoi. Mais enfin, c'est un gros mot, quoi. Mais je sais pas si t'as entendu parler justement dans les rêves lucides comment faire la différence entre un personnage que tu aurais créé et un personnage en fait qui serait pas en fait issu de ton psychisme. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Bah non, et je pense honnêtement que je pourrais pas la faire la différence moi-même. J'ai quand même une remarque à faire dans tout ce que tu viens de dire. Tu m'avais parlé d'une de tes sorties où tu sentais justement ton bras bouger dans un espace que tu connaissais pas. Et alors, c'est complètement peut-être hors sujet ce que je vais dire, parce qu'en fait notre esprit il aime bien faire des liens, on le sait. Donc je suis peut-être biaisé en disant ça, mais ça m'a fait penser aux membres fantômes. Je sais pas si tu sais, mais les gens qui par exemple perdent un bras à la guerre ou une jambe ou je sais quoi, et qui vont continuer à ressentir cette jambe ou ce bras. Et je sais pas, ça a fait ce lien dans mon esprit. C'est peut-être complètement fallacieux. Je suis peut-être complètement biaisé en disant ça. Mais ça m'a fait penser à ça. Bon, à creuser. Ouais, ouais, j'ai entendu parler de ça en fait. Et il me semble qu'il y a une explication rationnelle en fait par rapport au fonctionnement du cerveau. Mais j'ai toujours en fait, quand on est de l'autre côté en fait et qu'on vit ces expériences, on peut se dire aussi, ah mais c'est parce que il y a une espèce d'enveloppe subtile qui sert de moule ordinairement à la matière, et vu que cette matière-là n'existe plus, bah, le moule il existe encore, et du coup ça donne cette sensation de membre fantôme. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on va trouver une corrélation dans le cerveau que voilà, il y a toute une chimie dans le cerveau, tout un fonctionnement, et on arrive à expliquer ça rationnellement. Ça veut pas dire que l'explication subtile n'existe peut-être pas en fait. Les deux peut-être peuvent coexister, mais c'est juste qu'on n'a pas de preuves, on n'a rien, quoi. Effectivement, on n'a rien. Effectivement. Et du coup, moi personnellement, pour vous donner un coup de pied en fait dans la fourmilière, je pense qu'il faudrait une technologie de rupture. Ça, j'en parle assez souvent parce que pour moi, ça me semble être la solution, de trouver en fait une technologie qui puisse prouver en fait, étudier de façon directe ou indirecte le phénomène de sortie hors du corps par un de ses composants. Et un de ces composants, ça peut être l'énergétique, par exemple. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas mettre en place un protocole qui prouverait la sortie de corps.
Bon, Ligieux avait fait un très bon article sur le sujet, que tu pourras d'ailleurs partager en description, et comme ça je te donne un peu de travail. Je Oui. rigole. Mais effectivement, on pourra toujours dire, par exemple, deux personnes arrivent à communiquer en sortie de corps une information, donc par exemple un mot, une phrase ou que sais-je. Du coup, le candidat A a transmis l'information au candidat B, pourquoi pas. En fait, on pourra toujours dire c'est de la télépathie. Ou dans le cas où une personne va avoir un objet qui est dans une autre pièce, on pourra toujours dire c'est du remote viewing. Donc, effectivement, on pourra toujours trouver des explications alternatives à la sortie de corps. Et peut-être qu'effectivement, on pourra pas prouver la sortie de corps en soi, mais il y a quand même déjà un travail à faire, rien que pour la communication à distance ou pour le fait d'aller voir un objet à distance. Aujourd'hui, il faudrait déjà objectiver le phénomène, comment dire, de manière concept à étudier, même si on peut pas vraiment prouver que c'est vraiment une sortie de corps. Ouais, peux-tu dire qu'on doit débloquer ça par palier, quoi. Donc, Exactement, faut débloquer ça par palier. Il faudrait déjà objectiver un petit peu le phénomène. Bien que je sais bien ça ne prouverait pas une sortie de corps, mais ça prouverait déjà que vous ayez accès à des informations qu'on ne peut pas avoir dans le monde physique. Pour réutiliser vos termes. Par exemple, le fait d'aller voir un objet dans une salle où je ne suis pas, à un instant T, physiquement on peut pas le faire. Un voyageur pourrait essayer de le faire. Et ça déjà, faudrait le reproduire. Alors effectivement, il y a des études sur le sujet, et je le nie pas, hein. On a parlé notamment des études faites par l'IAC la dernière fois. L'IAC, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup auto-publié. Et qu'ils sont pas passés par des revues, par des pairs, enfin, toute la démarche scientifique habituelle. De l'autre côté, en Suisse, on a l'ISNOE. Eux n'ont pas publié, on leur fait souvent cette reproche. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'ils essayent au moins de publier. Même si effectivement une étude ça prouve rien. D'ailleurs on va peut-être passer du coup à la méthode scientifique. oui. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils font ces études-là un petit peu pour eux, quoi, au départ. Alors forcément qu'ils ont un intérêt. Moi aussi je m'intéresse au phénomène. Je vais pas nier le fait. Donc oui, tous les scientifiques ont un intérêt. Après, bien qu'on ait un intérêt, il faut être honnête sur ses recherches et sur ses résultats. Après, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que le processus scientifique, c'est un processus très long. Il passe par une publication, par du peer reviewing. Après, il faut qu'il y ait plusieurs études, il faut qu'on puisse la répliquer, en faire une méta-analyse statistique. Donc oui, ça prend du temps. La science prend énormément de temps. Donc c'est pas demain qu'on arrivera à prouver que les sorties de corps existent. Mais par contre, on peut petit à petit amener sa pierre à l'édifice. Essayer de monter des études, voir ce qu'elles donnent, mettre les résultats. Et petit à petit, on peut monter comme ça, à avoir assez d'études, ensuite à les analyser et dire si oui ou non, nos protocoles fonctionnent ou pas. Et alors, aussi, on n'a pas besoin d'énormément de candidats pour ça. Même un bon candidat suffirait à objectiver le phénomène. Il faudrait répliquer avec ce même candidat. Mais en tout cas, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas motivés à faire ça. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Mais du coup, parce que tu dis que tu t'intéresses à la sortie du corps, etc. Mais pourquoi tu t'y intéresses en fait Alors, comme je l'ai dit juste avant, moi je suis rentré un peu dans le milieu de la zététique, dans le sens cherché. Après, c'est pas facile. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut des gens qui soient volontaires, il faut des gens qui aient le temps, parce que faut qu'on leur prenne du temps. Surtout si en plus on veut faire des réplications derrière. Donc ça veut dire quoi? Qu'on va monopoliser la personne tous ces week-ends. Il y a sûrement des volontaires à ça, et je les en remercie, hein, parce que ça fait vraiment avancer la recherche, hein, avec la médiumnité. Et je m'étais beaucoup intéressé au phénomène des médiums. Donc j'ai étudié un petit peu le mentalisme à côté.
dans le cadre justement de la médiumnité, pour savoir comment on pouvait différencier un médium d'un voyant, etc. Et puis petit à petit, je suis tombé un peu sur tous les phénomènes. Alors déjà de MI, de NDE, et puis ça m'a pas mal intrigué et je m'étais dit dans les EMI, les NDE, il y a beaucoup d'histoires de sortie de corps. Ça serait intéressant d'essayer de voir si on pourrait objectiver le phénomène, mais le problème des EMI, c'est qu'on peut pas déclencher des crises cardiaques aux gens pour les faire sortir de leur corps. Ça c'est un autre scénario, ça. C'est les Thanatonautes de Bernard Weber. C'est ça. Non, du coup, même si c'était très intéressant le sujet des EMI, des NDE, il y a cette limite de, éthiquement parlant, on peut rien faire. Et puis après, petit à petit, en continuant ma recherche, j'ai découvert qu'il y a des personnes, comme toi, comme les gens de ta communauté, et ailleurs, même un peu partout dans le monde, qui prétendent pouvoir sortir de leur corps via la paralysie du sommeil, via de la méditation, ou voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé au phénomène des sorties de corps. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet de recherche très intéressant. Et voilà, ça a démarré plus ou moins comme ça. Et voilà, ni plus ni moins. Mais moi je me suis vraiment intéressé dans l'angle de la recherche. J'en ai pas réalisé des sorties de corps, bien que j'écoute un petit peu les techniques que vous mettez en place, j'essaie de voir si c'est possible d'appliquer comme ça, bien qu'après moi j'ai toujours peur de m'auto-persuader avec de l'auto-hypnose, etc. Donc pour moi il faudrait vraiment que j'arrive à avoir une preuve du phénomène, si j'en pratique une, mais c'est pas gagné. Ouais, tu pourrais... parce que ça j'y avais pensé à un moment. Tu pourrais demander en fait, justement, on en parlait avec les jus il me semble, mais c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. Demander à quelqu'un de la famille de mettre une image dans une enveloppe à l'intérieur d'un tiroir, ou laisser comme ça sur une commode, puis après tu fais une sortie. Vu que les premières sorties en général, on reste dans sa maison, dans son appartement, on quitte rarement le lieu. Il faut quand même quelques sorties, ça dépend des gens. Au bout de 2-3 sorties, il y a des personnes qui filent dans d'autres villes ou d'autres planètes même. Puis il y en a, ils sont coincés pendant une dizaine de sorties hors du corps dans un appartement, quoi. Là, tu pourrais en profiter, je pense. Par exemple. Possiblement, à essayer. Ouais. Et c'est justement, je pense, un très bon conseil à donner aux apprentis expérienceurs, d'essayer de s'apporter au moins une preuve personnelle, même si ça ferait pas une preuve scientifique ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est des conseils que tu donnes régulièrement, par exemple noter ces expériences dans un carnet. Pourquoi c'est hyper important de noter dans un carnet? Parce qu'on peut se créer des faux souvenirs. Notre cerveau est très fort pour remodeler notre cerveau. C'est fallacieux parce qu'on va dire que je suis matérialiste. Je veux dire notre esprit plutôt, pour être vague. Mais en tout cas, on sait très bien qu'on peut se créer des faux souvenirs, de remodeler la réalité. Donc quand on fait une sortie, se réveiller et noter ce qu'on a vu dans un carnet, je pense que c'est une bonne chose. Et réaliser des petites expériences comme ça en disant, je sais pas, à sa copine ou à ses parents ou à son copain, je dis copine au féminin, mais voilà, d'effectivement poser une enveloppe ou un objet quelque part sur une cible, etc. Et le matin au réveil de noter l'objet sur le carnet, ça pourrait au moins apporter une preuve personnelle. Ouais, carrément. Et aussi, même si je viens en fait d'un background comme ça un petit peu ésotérique depuis tout jeune. Oh, si tu voyais les bouquins que je lisais quand j'avais une dizaine d'années, quoi, je vais te dire, mais ça c'est de la graine de charlatan, quoi. C'était tous les j'ai lu les aventures mystérieuses, quoi, les petits bouquins rouges que t'achètes à 1 euro à la brocante. Mais même comme ça, j'étais obligé de me trouver en fait des preuves, quoi. Le truc, c'est d'être confronté réellement en fait à une expérience de sortie hors du corps. C'est tellement puissant que j'étais obligé de me chercher des preuves, parce que sinon je pouvais pas continuer. Soit je gobe tout et je dis ah bah c'est super, soit je cherche des preuves. Et bon, je crois que Lijo en a parlé dans son article justement, là, comme quoi je fouillais des poubelles. Bah merci pour la référence, mais ouais, je fouillais les poubelles, quoi, de chez moi, mais en sortie hors du corps, hein, le truc qui
qui est complètement, voilà, qui sert à rien, quoi. Mais bon, au moins je voyais en fait ce qu'il y avait à l'intérieur et je me réveillais comme ça et puis je faisais genre, je jetais mes poubelles et je regardais à l'intérieur, ou alors je regarde dans des endroits en fait où je suis pas forcément, non, non pas que ce soit inaccessible, mais où je vais pas, quoi. Genre en dessous du balcon, voilà, du rez-de-chaussée de mon immeuble, quoi. Et là où je vais jamais parce qu'il y a un jardin et puis je passe pas par là. Ben voilà, je regarde et puis je compare par la suite discrètement. Et puis c'est vraiment jusqu'au détail près, jusqu'au mégot près en fait, que je me suis dit bon bah ok d'accord, c'est pas des bêtises. Bon bah on va continuer à explorer. Ça a passé du coup dans des villes où je pouvais voir en fait des pancartes, je pouvais les lire. Et après ben j'allais sur Google Maps et puis voilà, j'essayais de retrouver en fait les endroits que je visitais. C'était dingue ça. Ça Très c'était bien. dingue. Au moins, ça apporte une preuve. Bon, c'est entre guillemets, hein, preuve personnelle, entre guillemets, ça ne vaut pas une preuve scientifique, mais je trouve ça bien. Parce que, effectivement, je pense qu'on est aussi capable. Il y a peut-être des gens qui pensent être sortis de leur corps. C'est possible, hein. Je fais pas une conclusion ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être des gens qui pensent être sortis de leur corps alors qu'ils se sont seulement auto-persuadés d'être sortis de leur corps. Et en fait, en faisant ces vérifications, t'as pu au moins pour ces expériences-là, peut-être pas toutes, mais ces expériences-là, te dire, bah, c'est peut-être pas une auto-persuasion, peut-être que je suis réellement sorti de mon corps. Et ça t'a apporté plus ou moins une preuve personnelle. Donc je pense que c'est une très bonne chose de faire ça. Ouais, c'est ça. Mais en effet, c'est comme le test PCR. Ça vaut que pour l'expérience. C'est-à-dire que la vérification que je me suis fait pour les poubelles ou je sais pas quoi, ça vaut que pour cette expérience-là. Mais pour l'expérience où j'étais ou à Pétaouchnok sur une autre planète d'une autre dimension, tu vois, je vais pas me servir de ces pseudo-preuves que j'ai eu avant voilà, pour me dire que c'est vrai, quoi. Non, là c'est autre chose. Et du coup, ben, je suis obligé de mettre des guillemets à chaque fois. Même si pour moi, tu vois, ça souffre pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute pour moi, en fait, à l'intérieur. Mais c'est ma raison qui parle, c'est tout. C'est bien aussi de l'avoir vérifié plusieurs fois aussi, parce qu'on peut avoir effectivement, tu parlais de tests PCR, ça m'a fait penser aux faux positifs. Je suis en train de me dire, bah ça se trouve, t'as vu un livre, et par bol, il y avait un livre à cet endroit, mais ça se trouve, c'était un coup de chance. Si tu vérifies plusieurs fois, bah là, on est sur une probabilité, une p-value, comme on dirait, qui est tellement faible qu'on ne peut plus considérer vraiment que c'est de la chance. Donc effectivement, on peut également dire bah tiens, demander à une personne de mettre un objet sur une cible, réussir à avoir cet objet une première fois, il faudrait quand même le répéter. Et c'est là d'où vient la reproduction en science. On doit reproduire une expérience parce que bah, la chance, ça existe. Et on sait notamment avec les médiums que on peut avoir des fois où ils vont réussir une étude, par exemple à l'observatoire zététique, et du coup on va essayer de répliquer 2 semaines après, et cette fois ça va pas marcher. Des fois c'est de la chance. Donc c'est bien d'essayer de reproduire ça quelques fois. Ah, je dis pas après à chaque fois, quand tu me dis que des fois tu parles dans le cosmos, observer les planètes, bah, j'ai envie de vous dire, si vous avez une telle capacité, faites-vous plaisir. Vérifiez pas à chaque fois non plus, passez pas votre vie à vérifier. C'est bien de le faire quelques fois. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais il y a un truc, attends, que je voulais rebondir, c'était par rapport aux faux souvenirs, parce que je ressors d'une relecture d'un ouvrage du docteur John Mack. Je sais pas si tu le connais, Johnny Mack. C'est un psychiatre en fait de l'université d'Harvard qui est mort il y a quelques années. Qui a même fondé en fait l'aile psychiatrique de l'université d'Harvard et qui a étudié de façon sérieuse les cas d'abductés enlevés par des extraterrestres, quoi, les enlevés par des extraterrestres. D'accord, mais je crois qu'effectivement j'avais déjà entendu son nom. Ouais, c'est un socle le monsieur, quoi. C'est vraiment un vrai chercheur pour moi, quoi, pour le coup, parce que bon, il a pris ça un petit peu à la rigolade au départ. Bon, bah, des gens qui se font enlever des extraterrestres, ouais, vas-y, ça m'intéresse, vas-y. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis en fait, il a jamais dit qu'il y croyait, hein, par contre.
C'est très intéressant, hein. Il y a beaucoup de zététiciens qui s'intéressent aux abductions et aux phénomènes ovnis, hein. Donc Ouais, il y a vraiment un domaine de recherche autour de ça. ouais, ça c'est super en tout cas. Alors, on n'a toujours pas prouvé qu'ils existaient, hein, les ovnis, mais en tout cas, on cherche, hein, sur ce sujet aussi. Mais en tout cas, le docteur John Mack, à un moment, il s'est posé la question des faux souvenirs, tu vois. Et en tant que psychiatre, il avait indiqué que le faux souvenir c'est tout à fait possible. Et si ça se trouve, il y a des personnes voilà, qui font des faux souvenirs par rapport aux enlèvements extraterrestres. Mais que dans la plupart des cas qu'il a pu étudier, il y avait une telle charge émotionnelle qui était attachée à ce phénomène-là que c'était pas possible que ce soit des faux souvenirs. Parce que le faux souvenir, il n'y aura pas une telle charge émotionnelle qui va s'accrocher. Et que c'est justement parce que la personne était complètement choquée à ce moment-là, bah, de voir de se faire enlever et de voir toutes ces choses étranges, qu'il y a eu en fait cette impression dans la mémoire, en fait. Ce souvenir qui n'a pas été engrammé de façon sémantique, mais en passant par d'autres canaux, quoi, qui décrit comme des canaux kinesthésiques, les canaux voilà, visuels, etc. Genre quand tu vois quelque chose, ça va te faire penser, tu auras des flashs, tu auras des souvenirs de ce qui t'est arrivé. Je trouvais ça intéressant en tout cas. J'en parle dans un article justement, donc enfin. C'est une bonne remarque. Moi, je suis quand même étonné un petit peu par sa conclusion. Alors, je remets pas en question son expertise, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, de ce que je sais des faux souvenirs, c'est que ça peut impliquer effectivement un état émotionnel. Ok, ça m'étonne pas mal sa conclusion pour le coup. Notamment, après c'est des contextes différents parce que je sais qu'il y a des expériences qui ont été menées, notamment mince. Ah, j'ai oublié où. Mais grosso modo, on arrivait à induire des souvenirs, par exemple, faire avouer des gens des crimes qu'ils n'ont pas commis. Avec des souvenirs qu'on leur a implantés. Et ils étaient persuadés réellement d'avoir commis un meurtre, etc. Donc, moi, je pense que ça peut quand même avoir un impact, en tout cas, sur l'émotionnel. Moi, je pense que sous hypnose, on peut aussi provoquer certains états émotionnels. Après, voilà. Ok, c'est intéressant. Je regarderai, mais pour le coup, ça m'étonne un petit peu sa conclusion. Pour l'hypnose, il indiquait par contre que il essayait de faire gaffe justement à pas influencer en fait le patient. En tout cas, de façon consciente. Mais il dit bien que bon, s'il y a une influence qui se fait inconsciemment, voilà. En gros, il voulait pas. Et surtout, c'est possible. Ouais, et oui, bien sûr, il y a toujours des influences inconscientes. D'ailleurs, pour revenir un peu à la méthodologie scientifique, du coup j'ai un peu éludé la question. Pourquoi on fait du double aveugle? C'est parce que inconsciemment, l'expérimentateur, sans le vouloir, peut souffler la réponse au candidat. Juste par son expression du visage, juste par etc. Donc en fait, de manière générale, le principe du double aveugle, pour redéfinir, c'est qu'en fait, ni l'expérimentateur, ni le candidat ne sait le résultat. On fait intervenir une troisième personne, une main innocente, qui ira choisir lui-même un objet, etc. Mais le candidat, ni la personne qui est avec le candidat, donc l'expérimentateur, n'est au courant du résultat. Parce que en fait, inconsciemment, on peut donner la réponse au candidat. C'est très compliqué. Et par exemple, tu prends les mentalistes aujourd'hui. Ils savent utiliser ça enfin, j'allais dire à la perfection. Non, ça dépend du niveau du mentaliste. Mais les mentalistes utilisent énormément de biais de manière à, pourquoi pas, deviner à quoi tu penses. Ouais. Enfin, Fabien Olicard, par exemple, sur YouTube, qui est très connu, il arrive très bien. Aussi, on peut quereller ça un petit peu avec l'hypnose. Clément Fraise aussi, qui arrive très bien, en tout cas, à imiter les médiums et à du coup deviner et sortir plein d'informations sur des prétendus défunts. Donc c'est très compliqué. Pour ça qu'on fait du double aveugle, on peut toujours inconsciemment influer sur l'expérience. Ouais, c'est pertinent.
Peut-être j'ai mal exprimé la pensée de John Mack parce que vu que je suis en train d'écrire en fait un article sur les abductions extraterrestres justement, et puis j'ai pu avoir accès à l'information là en même temps. C'est que il disait par rapport aux faux souvenirs et aux souvenirs comme quoi les personnes, les patients se sont fait enlever par des extraterrestres, c'est que dans le faux souvenir, ou en tout cas, je reformule, concernant les souvenirs d'enlèvement extraterrestre, la charge émotionnelle fait que le souvenir s'imprime mieux dans différents canaux. Alors que pour le faux souvenir, non. D'accord. Ça sera moins, ça va moins s'imprimer, on va dire. C'est un petit peu comme ça, comme il l'explique. Mais... Alors moi j'ai quand même envie de dire que c'est un petit peu ça pour les souvenirs de manière générale. Moi mon petit déjeuner hier il m'a pas laissé de grands souvenirs. Voilà. On se souvient très facilement des souvenirs qui nous ont provoqué beaucoup d'émotions. Par exemple, je sais pas, son premier baiser par exemple. Enfin, moi, c'est un souvenir que sûrement je garderai à vie. Mais le petit déjeuner d'hier matin, je l'ai oublié. Ça, c'est normal qu'un souvenir avec un impact émotionnel fort va rester ancré pour très longtemps. Et à contrario, un souvenir sans impact émotionnel, on va faire le tri, on va l'oublier. Ouais, je pense que c'était dans ce sens-là qu'il le disait, quoi. Ben ça, voilà, ça invalide pas le faux souvenir, surtout quoi. Voilà, dans l'hypnose régressive, je pense que j'ai toujours été méfiant d'ailleurs par rapport à ça. Faut être très méfiant vis-à-vis de ça. Mais c'est compliqué parce que en réalité, le fait de savoir qu'il est possible d'induire à des humains de faux souvenirs, bah c'est très compliqué de savoir quand c'est un faux souvenir ou pas finalement. Ouais. Une fois que c'est là. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un voyageur qui a un fond rationnel? Donc parce que et là on va mettre le disclaimer. Les personnes qui font des expériences, qui font des expériences de conscience extraordinaire et qui sont dans un dogme et qui sont dans une croyance et qui sont dans la spiritualité ou qui sont dans une démarche mystique, c'est complètement ok. On les oblige absolument pas à être rationnels ou quoi. C'est déjà c'est leur vie, c'est leur conscience, et voilà, je leur souhaite juste de vivre des expériences merveilleuses, parce que là, les expériences de conscience c'est merveilleux, qu'on soit rationnel ou pas. Mais pour quelqu'un qui a un fond rationnel, voilà, comme moi, tu lui donnerais quoi comme conseil justement, même si on en a un peu parlé avant, c'est vrai. Alors, pour revenir quand même un petit peu au début de la question, j'aurais quand même un conseil à donner à ceux qui sont un petit peu dogmatiques, de pas non plus rejeter la science. Dans le sens où il n'y a pas de problème, effectivement, qu'une personne croit en, je sais pas, à des thérapies alternatives, par exemple. Mais c'est pas en rejetant la science que, par exemple, vous allez guérir votre cancer. Il y a des choses en médecine qui aujourd'hui marchent très bien. Et faites attention quand même, si vous êtes malade, allez voir un généraliste. Moi, je connais des gens qui rentrent dans des dogmes au point de ne plus faire confiance à la science de manière générale, qui, pour aller soigner leurs maux, vont passer par des thérapies alternatives sans aller voir des médecins compétents. Donc, à minima, au moins pour ces gens-là, j'ai envie de leur dire attention quand même. Là, on parle de dérives extrêmes. Donc, voilà. Pour les gens qui sont un peu plus rationnels, moi j'ai envie de vous dire, il faut douter de ses perceptions. C'est bête, mais notre esprit est faillible, comme je l'ai dit. Si je sors de mon corps, est-ce que je suis réellement sorti de mon corps ou est-ce que je me suis auto-persuadé d'être sorti de mon corps? C'est très compliqué de savoir si vraiment on a fait une réelle sortie ou pas. Et pour ça, on en a parlé, la meilleure façon de faire, c'est d'essayer de faire une vérification. Donc, comme on a dit, demander à un tierce de placer un objet sur une cible, etc. D'aller noter à votre réveil sur un carnet exactement ce que vous avez vu, avec le plus de détails possible. Par exemple, si c'était un livre rouge, etc., essayez de noter livre, rouge, et au mieux le titre le titre, voire l'auteur. Alors, je dis pas que vous aurez raison à 100%. Essayez de vous dire, si c'était bien un livre rouge, que c'était pas le bon titre, bon,
Peut-être que faut aller plus loin, peut-être que voilà, j'en sais rien. Peut-être que c'était le bon titre mais pas la bonne couleur, c'est déjà plus intéressant. Enfin voilà, il y a peut-être en tout cas des vérifications qui peuvent être mises en place pour savoir si vous êtes réellement sorti de votre corps ou pas. Parce qu'on peut s'auto-convaincre, je pense, d'être sorti de son corps. Ouais, ouais, je pense que c'est possible. Après, ouais, oui, c'est possible, mais ouais, le- mais est-ce que tu serais capable de dire ça quand tu feras des voyageurs du corps, là, surtout la première fois, quand tu verras que ta conscience est encore plus lucide qu'à l'ordinaire? Moi, Ça fait bizarre quand même. moi, je serais le premier à appeler l'observateur qui à me porter candidat pour des expériences plus poussées. Je dis un peu sur le ton de la rigolade. Après, encore une fois, pour les gens qui seraient intéressés à mener des expérimentations plus scientifiques, alors l'observatoire il est à Grenoble. Ça peut faire un peu loin de certaines personnes, j'entends bien, mais il y a vraiment des gens qui s'intéressent en tout cas à la recherche scientifique du phénomène. Après, encore une fois, le problème c'est que si vous faites une sortie une fois par mois, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment des gens qui arrivent à en faire de manière spontanée, qui arrivent à rester sur, comme vous le dites souvent, sur le plan terrestre. Parce que si vous partez dans l'astral, là évidemment, bah, ça va être un peu compliqué d'expérimenter. Sauf si on a deux candidats qui arrivent à communiquer dans l'astral, mais là c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont vraiment intéressés à l'étude de ces phénomènes, donc il faut pas hésiter à nous contacter. Moi de toute façon, je suis. Enfin, tu vas rappeler qu'il y a le serveur Discord, je suppose. Peut-être, oui. Et du coup, je reste, moi, en tout cas, présent sur le serveur Discord pour tous ceux qui aimeraient mener des expériences pour faire avancer la recherche. Et oui, l'appel a été fait. Ouais, c'est vrai que je me dis, à minima, en fait, pour étudier justement par palier, parce que la sortie hors du corps, ça peut être un petit peu hardcore à performer comme ça à volonté. Voilà, poser le contexte, etc. Oui, voilà. Si tu me mets dans un laboratoire, je pense pas que je vais y arriver, quoi, en vrai. Mais à minima, paralysie du sommeil, à mon avis, c'est possible. Et surtout les expériences liées à l'état vibratoire, au vélo, etc. Ça, s'il y a le matos et qu'il y a moyen d'étudier ça, ah oui, carrément. La paralysie du sommeil, ça serait peut-être plus intéressant pour des neuroscientifiques d'étudier le phénomène. C'est vrai que les éthiciens, nous, on n'a pas les capacités d'avoir un IRM pour voir ce qui se passe, un IRM ou je sais pas, enfin un électroencéphalogramme pour voir vraiment ce qui se passe dans le cerveau au moment de la paralysie du sommeil. Donc, oui, mais en tout cas, ça reste un sujet intéressant. C'est vrai que étudier les paralysies du sommeil, je sais pas où on est la recherche aujourd'hui, mais il y a sûrement des trucs à faire aussi là-dessus. Ouais, il y a. Et malheureusement, c'est vrai que c'est pas les zététiciens qui vont pouvoir faire grand-chose dans ce domaine-là. On va plus parler de la recherche dans, pourquoi pas neuroscientifique, médicale, quoi. Mm. Ah. Eh bien, bah, je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. Je sais pas ce que t'en penses. Et bah oui, en tout cas, c'était très bien. Oui, oui. Je pense, voilà, on apprend. Enfin, je pense que les gens, ils ont appris beaucoup de choses quand même. Et peut-être que ça va aussi. Moi, je trouve ça bien qu'on puisse rester rationnel tout en vivant, en tout cas, des expériences extraordinaires. C'est. Ouais, je pense que il y a besoin en fait, parce que j'avais peur. Quand ça m'est arrivé, j'avais peur, mais de tomber dans un genre de délire où je vais commencer à écrire des bouquins comme quoi j'ai visité l'Atlantide de l'astral ou que je parle à des êtres à la peau bleue, quoi. Et bon, Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui. C'est vrai que j'en ai vu, mais bon, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce chemin. Alors, c'est vrai que la science n'explique pas tout, et sûrement elle n'expliquera pas tout, et elle n'a même pas vocation à tout expliquer. Ça doit être compliqué au départ de vivre un phénomène qui n'est pas reconnu scientifiquement, qui ne fait pas consensus non plus, qui sort du dogme scientifique actuel qui est effectivement assez matérialiste. Même si moi je préfère parler de l'anti-science, science et scientisme, pour dire qu'effectivement, que ça soit matériel ou pas, si la science peut faire des recherches, il faut les faire.
C'est pas à nous de juger en fait ça. Il y a plein de choses qu'on ignore. Comme je l'ai dit, plus grands savants sont ceux qui savent ignorer, qui ignorent, pardon. Donc voilà, continuons à chercher et il y a tant de choses à découvrir. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait un bon mot de la fin. Et bah super. Bah merci encore à toi. Merci à toi. Et puis à bientôt sur le Discord. À bientôt. Et merci aux auditeurs surtout.